devrait comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Eh bien, on pensait, Alexandre, que le ciel allait nous tomber sur la tête au cours de la nuit, mais finalement, le président américain, dans toute sa grâce, nous accorde un sursis de 3 jours. Il parle même là qu'il y a une entente potentielle sur la table avec le Canada pour les tarifs. Ouais, bon, ça, est-ce qu'on peut le croire? Ça reste à voir, mais 3 jours de sursis, là, c'est ce qu'on a pour l'instant, annoncé en grande pompe, évidemment, sur Truth Social. Ceux qui ont payé 100 000 $ par mois, peuvent le voir quelques heures d'avance, mais M. Trump a dit qu'on redonnait 3 jours en raison justement d'une entente qui serait sur la table. Il en a profité pour parler du pipeline Keystone XL en disant qu'il l'a littéralement ressuscité de sa tombe dans laquelle Joe Biden l'avait mis, puis que ça porterait là-dessus entre autres. Bon, on n'a toujours pas de confirmation du côté canadien, puis entre vous et moi, je vais plus faire confiance à ce que nos négociateurs vont dire que ce que M. Trump dit dans la Maison-Blanche. Donc on va attendre un tout petit peu de voir exactement là, sur quoi on s'est entendu. Surtout qu'il y a rien pour l'instant de finalisé. Les négociations vont se poursuivre. Mark Carney qui a réagi là, par voie de communiqué extrêmement laconique, Alex, là, c'est quelques phrases à peine dans lesquelles il dit « On est content de voir que c'est repoussé, on voulait pas les tarifs, on continue de négocier. » Point. À la ligne, c'est rien d'autre qu'on a dit du côté canadien. Mais hier, là, Dominique Leblanc, toute son équipe était encore à Washington. Il y a eu 2 appels aussi, semble-t-il, qui ont été faits entre M. Carney et M. Trump, et lundi et mardi pour tenter d'éviter tout ça. Mais c'est surtout, Alex, quelque chose à laquelle on a été tellement habitué que on était rendu au point où on l'évoquait. Toute la semaine, on l'a dit. Est-ce qu'on va avoir un taco? Trump always chickens out. Est-ce qu'il va reculer encore une fois sur ça comme tactique de négociation? Ben, c'est exactement ce qu'il a fait finalement. Mais ça prolonge un tout petit peu d'un autre côté, même si on est soulagé, là. Ça prolonge le supplice de la goutte, oui. Le stress constant, parce que c'est pas réglé encore. Là. Ben, parce que là, on va rejouer dans le même film, effectivement, là, dans la nuit de vendredi à samedi. Maintenant, moi, ce que je retiens de la déclaration, oui, un peu, disons... laconique de Mark Carney, c'est la phrase suivante. Des progrès substantiels ont été réalisés, bien qu'il reste encore du travail important à accomplir. Donc, ça va dans la bonne direction, mais il reste encore du travail important à accomplir. Alors que Trump, lui, dans sa déclaration, il est vraiment plus convaincu. Là, on a une entente sur la table, il faut mettre ça sur papier. Bon, est-ce que c'est une stratégie, encore une fois, au niveau des Américains? Pour ce qui est de Keystone XL, dans ce cas-ci, ce pipeline-là, c'est vraiment effectivement Biden là, qui avait retiré le projet, parce que ce pipeline-là, d'à peu près, c'est immense, le Keystone XL, là, 2000 kilomètres, transporter 830 000 barils de pétrole par jour entre l'Alberta et le Nebraska. Ben, même Trudeau le défendait, là. Alors, dans ce cas-ci, c'est quand même tout un revirement de situation. Et est-ce que Mark Carney a joué la carte, effectivement, de l'énergie, sachant que le président américain, complètement embourbé avec la situation au Moyen-Orient, va devoir se chercher des options? Alors, si c'est ça, c'est effectivement habile de l'avoir fait de cette façon-là. Maintenant, on a senti quand même un changement de ton. C'est drôle, ça survient à un moment où on a l'impression que les négociations, se sont, oui, d'une part accélérées, mais on a eu le dénouement dans les dernières heures. Ah, ça progresse, sursis de 3 jours. C'est drôle, ça correspond aussi avec un certain changement de ton de la part du gouvernement Carney, bien que le premier ministre se soit gardé de faire des déclarations qui auraient pu mettre le feu aux poudres, mais quand même, on sentait dans ses déclarations qu'il disait, on a des scénarios pour chacune des possibilités. Autant où je le trouvais mou dans les dernières semaines, autant où je trouve qu'on a fait des concessions aux Américains, on a reculé, on est loin d'avoir levé le coude, au contraire, on s'est mis à genoux devant eux sur plusieurs choses. Puis faites juste penser là à la taxe sur les géants du numérique, on a reculé, taxe Netflix, on a reculé, on a sacrifié le Québec là-dessus. Après ça, on leur a donné des profits, là. 50% des profits pour les 15 prochaines années pour le pont Gordie Howe, alors que c'est le Canada qui a payé ce pont-là. C'est pas les Américains, ils n'ont pas financé ça, pas une scène là-dedans. On a fait des reculs, sans rien avoir en retour. Là, Carney commence un peu à mettre son pied à terre, puis après ça, les négociations bougent. Moi, je suis un de ceux qui espèrent toujours d'ici vendredi un règlement, mais advenant le cas où il n'y en a pas, là, ça suffit. Là, il faut mettre son pied à terre, il faut avoir la ligne dure. Maintenant, il faut le faire intelligemment, j'en conviens.
On commence pas à faire là, un dog fort de nous-mêmes là, puis à vider des bouteilles en conférence de presse. Méchant Crown Royal. Ça, tu fermes le breaker devant les journalistes. On se souviendra, ça avait très mal viré. Soyons plus intelligents que le gros bully dans la pièce là, étant le Donald. C'est drôle, hein, ça survient aussi à un moment où les sondages, de plus en plus, pointent dans cette direction-là. Tu sais, là, les Canadiens ont été très patients avec M. Carney. Ah, ben là, il commence, il arrive, il a son aura, là, tu sais, de premier ministre PDG, puis là, il marche sur l'eau. Mais là, il y a bien des Canadiens qui commencent à taper du pied. Il y a bien des membres de différentes industries aussi qui ont hâte de voir des résultats. Et on sent un durcissement un peu dans la position canadienne qu'on ne sentait pas avant. Et moi, je pense pas que c'est étranger un peu à ce qu'on voit dans les différents sondages. Il avait perdu des plumes, entre autres au Québec, mais pas juste au Québec. Il y a une certaine lassitude de l'approche un peu molle du premier ministre Carney. Ottawa qui est accusé, Alexandre, de plier devant le lobby automobile sur les quotas de voitures électriques. Là. C'est tout un recul. Oui, ça a commencé à réagir pas mal là, depuis cette intention qui avait d'abord été annoncée. Là, on s'en était pas caché là, du côté du gouvernement Carney, mais qui a été mise en écriture là, depuis vendredi dernier dans la Gazette du Canada, selon laquelle on va là, sabrer tout ce qui était objectif d'atteinte là, de vente de véhicules électriques dans les prochaines années. Parce que je rappelle, on voulait d'ici 2035 avoir pour objectif là, que tous les véhicules neufs, ce soit des véhicules électriques là, vendus à grandeur du Canada. Ça devait réduire là, de 376 millions de tonnes de gaz à effet de serre sur 25 ans. On devait là, faire toutes sortes de changements. Ça n'aura pas lieu. On sabre ça au grand complet. Même la Gazette là, dans laquelle on a publié tout ça, on dit que ça va faire des dommages mondiaux potentiels liés au changement climatique pouvant s'élever à 90,3 milliards de dollars. C'est l'estimation du gouvernement qui sabre eux-mêmes leur cible d'atteinte de véhicules électriques. Et là, le problème, c'est que tout ça, ça devait venir quand on l'avait annoncé, laissé flotter tout ça. On avait dit, il va y avoir des nouvelles normes d'émissions qui sont applicables aux véhicules à essence. Vous allez voir, on va plafonner tout ça. Parce que je rappelle, le gouvernement Carney a sabré l'entièreté des les plafonds d'émissions de gaz et pour les compagnies pétrolières et gazières. On a tout coupé ça. Okay? C'est eux les plus gros pollueurs au pays. Et là, ce qu'on dit, c'est finalement, vous savez, nos nouveaux plafonds, on va faire des pré-consultations cet automne. Fait que là, en 2027, on va commencer à faire des consultations. Après les pré-consultations, bien sûr. Et là, en 2028, peut-être qu'on va vous arriver avec quelque chose. Fait que là, je veux dire, on coupe d'un côté, mais ce qui est censé venir compenser, puis en partie seulement, ça, on l'a même pas, on le remet au calendrier grec. Il y a fort à croire que des organisations comme Équiterre, là, qui ont fortement réagi au recul de Mark Carney en environnement, vont réagir encore une fois. Puis dans tous les cas, là, au minimum, c'est par exemple le Mobilité électrique Canada avec Daniel Breton, son président directeur général, qui sont en beau fusil aujourd'hui de lire ça. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on est réellement surpris? Québec a reculé aussi sur ses cibles de véhicules électriques. Et là, c'est Mark Carney, c'est le Canada. Je veux dire, on va pas se compter d'histoire ce matin, là. L'industrie automobile, correct, le Canada, on a un poids, mais c'est un poids négligeable comparativement à certains autres pays à travers le monde. C'est pas le Canada qui va dicter la tendance, là. Moindrement que t'as un voisin au sud de la frontière, drill, baby drill, puis que, tu sais, oubliez ça, là. On n'est plus du tout dans le coup. Maintenant, moi, je trouve que dans les dernières années, on a effectivement manqué beaucoup de cohérence en lien avec ça. On a mêlé tout le monde, on a mêlé les consommateurs, on a mêlé les concessionnaires automobiles. Et là, on se retrouve dans une situation où le Canada et le Québec, avec toutes les ressources dont on dispose, avec tout ce qu'on avait besoin pour être des leaders dans cette transition-là. Puis tu sais, l'objectif, là, c'est pas de vous rentrer dans la gorge là, un véhicule électrique si vous en voulez pas. Là. C'est pas ça du tout. Moi, là, je suis pas là-dessus un radical, vraiment pas. Si vous en voulez un, tant mieux pour vous. Si vous en voulez pas, si ça ne cadre pas avec vos besoins, votre réalité, libre à vous aussi, là. Je veux dire, moi, à la maison, on fonctionne avec une espèce de système hybride. Oui, j'ai un véhicule électrique, mais j'ai aussi accès à un véhicule à essence quand j'en ai besoin et c'est parfait comme ça. Alors moi, là, je suis vraiment pas un radical là-dessus. Je constate, par contre, le manque de cohérence de nos gouvernements dans les dernières années, si bien qu'on a nous-mêmes freiné un peu notre élan parce qu'on s'est fait beaucoup influencer par les préférences du Donald.
Revenons sur cette annonce notamment du Parti québécois et de Paul Saint-Pierre Plamondon qui a reprécisé à nouveau le calendrier référendaire. Et il y a un exercice intéressant de notre collègue Rémi Nadeau dans le journal, là, qui s'assoit avec tous les chefs de parti. Mais aujourd'hui, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis là, il demande au chef, c'est quoi tes 5 priorités? Oui. Puis là, tu t'attends à avoir la souveraineté des 5 priorités? Non. Finalement, non. On met pas la souveraineté là-dedans. Il dit, regardez, on a sorti un livre bleu. Là-dedans, je détaille tout ce qui se passe à la souveraineté. Allez le lire si ça vous tente. Pour le reste de la campagne électorale, on va parler de d'autres sujets. Puis c'est vraiment le ton que donnait Paul Saint-Pierre Plamondon hier, à la fois dans son annonce, aussi dans l'entrevue qu'il est venu faire ici là, avec Nicolas Duvernois. Hier, c'est en rattrapage d'ailleurs sur Cube, si vous voulez aller écouter tout ça. Puis il explique que lui veut pas entendre parler là, sans cesse juste de l'épouvantail du référendum pendant toute la campagne électorale. Il dit, on va faire la preuve qu'on est un bon gouvernement en premier, puis après ça, on va vous amener le référendum. De toute façon, on attend que M. Trump parte. Ça, c'est pas avant, c'est 2029, si je ne m'abuse, dans le 20 janvier 2029. Et là, il dit, regardez, moi, à la place, c'est contrôle des dépenses, modèle d'intervention économique, coût de la vie, santé, immigration, identité. C'est ça, ces 5 thèmes sur lesquels il veut faire une campagne. Puis, c'est entre autres dans le contrôle des dépenses, là, qu'on a quelque chose d'intéressant, puis en intervention économique. On sait que le Parti québécois a été extrêmement critique des investissements de la CAQ et ou de l'équipe Christine Fréchette dans les dernières années. On se souviendra de la filière batterie, de tous les rapports qui en sont revenus, le fiasco Saclic, mais aussi les grosses sociétés qui ont été créées par la CAQ, entre autres, Santé Québec, qui était le bébé, souvenez-vous, de Christian Dubé. Mais là, on dit, du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on couperait ni plus ni moins Santé Québec. On le ferait disparaître complètement. Il dit, regardez, en moins de 2 ans, c'est une structure qui est déjà, là, coûte plus de 40 millions par année que ce qui était prévu. On a augmenté de 70% son nombre d'employés. Il n'y a aucune justification pour ça. Il dit donc, on sabrerait tout ça. On vise peut-être même aussi à couper Mobilité Infra-Québec, une autre structure créée par Geneviève Guilbeault. Ça, c'était pour gérer les projets de transport. Ça, il n'y a pas confirmé ou infirmé qui sabrerait là-dedans. Mais c'est ce genre d'espèce de création de la CAQ, d'organismes paragouvernementaux qu'on aurait dans le viseur. Mais c'est parce qu'il y a quand même 1100 employés, du côté de Santé Québec. Qu'est-ce qu'on ferait avec eux? Tu parles de transport, je vais juste faire une petite parenthèse en dernière heure. Là. Il y a une interruption de service pour le REM ce matin. Alors, est-ce que c'est parce que c'est à cause de la rosée? Est-ce que c'est parce que le REM a le vent d'en face? Mais c'est de Brossard à Gare Centrale. C'est beaucoup. Oui, il est 6h18. Alors, ça va être une belle rentrée au boulot. On va garder un œil là-dessus. Bon, pour Santé Québec, moi, je reste à être convaincu des bienfaits de Santé Québec. Là. Moi, là, quand on nous arrive, on nous crée une autre patente avec encore plus de gestionnaires puis de fonctionnaires. Puis après ça, là, tu sais, que dans le concret, là, est-ce que vous avez davantage accès à un médecin de famille? Est-ce que vos délais en chirurgie ont réellement augmenté? T'sais, quand vous allez à l'urgence, est-ce que vous attendez moins longtemps? Bon. Puis parallèlement à ça, on nous crée une patente avec des gestionnaires. Puis, souvent, là, on parle de Santé Québec, pas toujours pour les bonnes raisons, là. C'est souvent parce que là, la chicane est poignée, puis là, il y a un gestionnaire qui s'en va, puis après ça, le CA, il y a du changement. Puis... Alors moi, je reste à être complètement ébloui par Santé Québec. Maintenant, pour ce qui est des grandes priorités, c'est sûr que quand on regarde l'appui à la souveraineté, ça ne pouvait pas être la question de l'urne de la prochaine élection. Puis on le sait, là, quand Léger avait sondé, souvenez-vous, là, on avait parlé de ça il y a quelques jours, là, les priorités. Là, c'était santé. Après ça, c'était toute l'enfilade, coût de la vie, économie, finance. Ça occupe une grande partie, si bien que je vous ai fait une prédiction. Ça va devancer la santé dans la prochaine élection. Je suis convaincu de ça. Convaincu que ça. On va en reparler avec Mario à l'automne, quand on va suivre la campagne électorale. Et c'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, a prêté flanc à toutes sortes de critiques, là, en faisant ça. D'abord, c'est pas une annonce, c'est un rappel de ce qu'il a déjà dit, en disant, regarde, pendant le mandat de Trump, là, on fera pas de référendum. Okay, on va attendre que le bonhomme soit parti. Ça sera pas avant janvier 2029. C'était sage de le faire. Moi, je ne croyais pas hier à un scénario où PSPP allait reculer sur ses principes, pas du tout. C'est pas dans sa nature, c'est un gars de conviction, il nous l'a prouvé encore hier, mais c'est quand même quelqu'un qui est brillant, qui est conscient, qui est lucide, là. T'sais. Et après ça, les oppositions, là,
c'était clair comme de l'eau de roche que les oppositions allaient miser là-dessus en disant « Ah ben oui, mais là, vous allez prolonger l'incertitude. Hey, là, ça sera pas juste sur 6 mois, 1 an. Vous allez tirer ça sur 3 ans. C'est donc terrible. » Ce que PSPP a fait hier, c'était lucide de le faire, à mon sens. Ça démontre quand même un pif politique. Alexandre, c'est terrible, sincèrement. Là, on est sur une séquence là, de féminicide dans Saint-Michel. On a eu la confirmation qu'il s'agissait bel et bien de ça. Là. C'est une mère de famille qui s'est fait assassiner par son ex-conjoint alors qu'elle était en instance de séparation. Ouais, elle était devant des enfants, devant ses enfants. Et c'est une citation, la glace et le sang qu'on peut lire là, ce matin dans le journal. Là. Il y a du sang, mon papa a tué ma maman. C'est comme ça que l'aîné des 3 enfants est allé là, présenter la situation au voisinage, là, alors que pendant ce temps-là, le meurtre avait lieu, le féminicide avait lieu. Puis il faut le souligner avec ce terme-là, parce que là, c'est 2 féminicides. 2 féminicides dans des contextes conjugals. Puis c'est encore une fois de trop, un homme qui refuse d'accepter une séparation, puis qui se dit, hey, la meilleure solution, c'est sûrement de tuer la mère de mes enfants puis d'essayer de m'enlever la vie. C'est une situation horrible. Beethoven Étienne, pour ne pas le nommer, qui lui en ce moment là, est dans un état critique à l'hôpital. Il y a des blessures causées par arme tranchante. On n'est pas certain encore là, s'il s'est infligé lui-même les dégâts ou pas. Mais dans tous les cas, Kerlyn Jean, 41 ans, elle est décédée. Elle s'était déplacée avec ses enfants, avait fui la violence conjugale. On parle d'un autre cas. On l'a pas protégé. Dans lequel la police est intervenue plusieurs fois. Puis il est resté comme ça, il n'y a pas de conséquences, puis il n'y en aura jamais non plus, parce qu'à chaque jour, on couvre ça, puis il n'y a rien qui change. C'est 2 de suite. Le samedi, c'était Likana Singh qui a été tué à coups de couteau par son conjoint. Encore une fois, on était devant la présence de la famille en plein jour, dans le même quartier, même modus operandi, même coup de couteau, même tentative de s'infliger des dégâts. Il y a quelque chose de complètement cinglé dans ce parallèle-là, à glacer le sang. Puis là, tu sais, 2 de suite comme ça, est-ce que ça peut allumer des voyants rouges quelque part au gouvernement? S'il vous plaît, c'est 13 féminicides déjà en 2026, on est juste au mois d'août. Il faut que ça devienne une priorité de santé et de sécurité publique, cette histoire-là. On va être en campagne, là. Donner les moyens aux ressources d'aide pour les femmes et pour les hommes. Oui, absolument. Et pour les hommes, non les deux. négligeable. Parce qu'il faut prendre le problème à la source. À la source et de tous les bords, dans ce cas-ci. On le dit souvent, puis on le répète, le moment où quelqu'un décide de quitter une relation toxique, le moment du départ, là, le moment de la séparation, c'est le moment le plus dangereux pour les femmes. Et on a 2 tristes exemples au cours vraiment du week-end. Puis au-delà du drame, moi, écoute, c'est les enfants, là. C'est que les enfants étaient en plus témoins. Imaginez les traumatismes pour ces jeunes enfants. Ça prend un support à vie, là. Ouais. On peut pas les laisser dans la nature au bout d'un an. Un petit enfant, de 3 ans, je pense des jumeaux de 7 ans. Vraiment une histoire terrible. Scène culturelle, Isabelle, Céline, qui est en une de magazine. Et ça fait réagir parce qu'elle donne très peu d'entrevues. Le Harper's Bazaar, qui est un magazine principalement destiné pour les femmes aux États-Unis, ça fait des années que ça existe, mais c'est un portrait qu'ils ont fait où nous, au Québec, on n'apprend pas grand-chose en ce sens où d'où elle vient, puis famille ouvrière et tout ça, on le sait. Mais ce qu'on apprend, qui est un peu différent, c'est tout ce qu'elle doit faire pour se préparer à son spectacle. Donc, on apprend qu'elle fait entre autres des séances de pilates de 90 minutes, que ça lui fait du bien. Le ballet aussi, on la voit dans une photo, elle a un léotard, puis elle fait du ballet classique. On le sait que la danse, ça fait partie de ses pratiques maintenant, mais ça l'aide finalement à reprendre tranquillement du service parce qu'on sait que les dates de concert commencent bientôt. Là, c'est le 12 septembre. Dans le magazine aussi, on parle du Palms Casino Resort. C'est près de la strip à Vegas, puis c'est dans ce lieu-là qui a été enregistré entre autres Thriller de Michael Jackson ou encore le dernier album de Lady Gaga avec Harlequin. Mais c'est dans ce studio-là, dans cet endroit-là, qu'elle a commencé à faire ses cours de pilates. Donc c'est intéressant. En tout cas, ça pique notre curiosité parce qu'on est assoiffé de nouveaux détails, puis on en a très peu. On sait aussi que le syndrome de la personne raide a été diagnostiqué en 2022, mais ça fait 17 ans qu'elle a des symptômes qui se vivait de toutes sortes de façons. Puis c'est ce qu'elle raconte aussi dans cette entrevue. Il y a plusieurs photos. On sait que Céline adore la mode, donc il y a beaucoup de vêtements, l'œil artistique aussi, le photographe qui a pris des photos vraiment intéressantes. C'est pour la version de septembre, donc ce sera disponible le 26 août. Mais c'est sûr qu'ils vont en vendre des copies parce que il y a très très peu de nouvelles informations. En fait, à chaque fois qu'on essaie de faire des portraits, peut-être qu'en France ça fonctionne, mais c'est sûr qu'ici on est comme Céline, on la connaît par cœur. Là. On est presque capable de savoir ce qu'elle
qu'elle va manger demain matin. T'sais, donc, c'est intéressant toute la rééducation intensive qu'elle doit faire. J'espère aussi qu'elle va bien. Moi, c'est ma crainte parce que je trouve qu'il y a beaucoup de concerts qui s'en viennent. C'est gros des spectacles, même pour quelqu'un qui est en forme. J'espère qu'ils sauront adapter le spectacle au niveau d'énergie qu'elle aura à ce moment-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que Céline a investi c'est 1,8 million d'euros pour la recherche dans les troubles neurologiques auto-immunes, parce que c'est ce qu'elle a, là, le syndrome de la personne raide, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est à peu près 3 millions de dollars canadiens. Voilà, c'est ce qu'on apprend. Même si c'est pas grand-chose, ça, je sais pas, ça apaise quelque chose. Ben, puis ça nous prépare. Oui. Hein, il y a comme un momentum avant la série de concerts. On a bien C'est hâte, fâché de pas avoir de billets, là. Ouais, je pense qu'on est une méchante gang à pas avoir de billets.